Face à Rioufol, deuxième partie, vous êtes au bon endroit parce qu'il y a une question qui nous interpelle tous, c'est celle des coupures d'électricité éventuelles. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, pour en parler autour de ce plateau, l'expert en politique énergétique Fabien Bouglet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notamment l'auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher, auteur également de Éolienne, la face noire de la transition écologique, toujours aux éditions du Rocher. Dans un instant, vous répondez aux questions d'Yvan Rioufol. Mais avant, Yvan, pourquoi ce soir, on s'en doute, vous avez souhaité recevoir Fabien Bouglet? Écoutez, parce que je suis comme tout le monde, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, et si brusquement. Et donc, j'ai proposé à Fabien Bouglet de revenir, parce que vous étiez venu une première fois il y a un an, et d'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié votre esprit de synthèse qui va à rebours des obligations de pensée, notamment de l'idéologie écologiste dont nous parlions précédemment. Et ma première question, dans le fond, est toute bête, est de savoir s'il y a des responsables à cette crise énergétique, et si oui, qui sont-ils ? En fait, avant de se poser la question de savoir si on a une crise énergétique, en réalité, le problème, c'est de comprendre que nous sommes en guerre énergétique. Et je pense qu'il est important d'alerter nos concitoyens qu'en réalité, cette guerre énergétique a à peu près 20 ans. Prend ses racines il y a à peu près 20 ans. Et cette guerre énergétique, elle vient de l'Allemagne. C'est une guerre entre la France et l'Allemagne, vous voulez dire ? C'est une guerre déclarée par l'Allemagne contre la France. Là, c'est une guerre des temps modernes, une guerre économique où l'Allemagne veut s'approprier la maîtrise de notre système énergétique en mettant en place un mix éolienne-gaz, alors le gaz venant de Russie, maintenant c'est plutôt du charbon. Et pour imposer ce modèle à la France, il fallait une destruction de notre système nucléaire et il fallait une disparition progressive de nos réacteurs nucléaires. Et c'est toute cette logique qui est au cœur de la destruction intellectuelle, politique, juridique du nucléaire français et qui est à l'origine de cette crise qui est en fait la conséquence d'une guerre. Vous voulez donc dire qu'il y a eu des lobbies tels, des lobbies allemands, si je vous comprends, Tout des à lobbies fait. tels qu'ils ont pu pénétrer l'appareil français. Exactement. C'est un peu cela. Alors, en fait, ça a commencé en plusieurs étapes. La première étape, ça a été Corinne Lepage, qui a été donc ministre jupette de Jacques Chirac, qui était, il faut le rappeler, avocate de la ville de Genève pour faire fermer Superphénix. Et dans un conflit d'intérêts incroyable, Corinne Lepage est ministre de l'Environnement et continue, lorsqu'elle est ministre, à vouloir faire fermer Superphénix, qui finalement est, et elle est avocate ensuite des promoteurs éoliens, puisqu'il y a une liaison entre la destruction de notre système nucléaire et la promotion du système éolien. Les deux réseaux sont complètement liés. Ensuite, vous avez Dominique Voynet, qui est apparu dans une vidéo tout à fait récente, qui fait le buzz actuellement, d'une vidéo où elle explique que ministre de l'Environnement de Lionel Jospin, elle avait la mission d'aller à la Commission européenne pour défendre le fait que le nucléaire appartenait aux énergies d'avenir. Et elle a saboté cette présence en utilisant un prétexte fallacieux de la Grande-Bretagne pour faire supprimer le nucléaire des listes d'énergie d'avenir. Et rappelez-vous, elle a surtout contribué à la fermeture du Superphénix dans le cadre de l'accord. On s'arrête, c'est très important ce que vous dites là. Donc vous nous dites qu'il y a eu en fait, des actes de trahison d'intérêts nationaux au profit de puissances étrangères. En quelque Ça s'appelle de la haute trahison, ce que vous nous dites là. En quelque sorte, le fait d'aller au niveau de l'Union européenne, aller à l'encontre de la feuille de route qui avait été fixée par le Premier ministre de l'époque est un acte extrêmement grave. Et j'espère que la justice aura l'occasion d'y revenir. On verra bien. En tout cas, cette vidéo est publique. Est-ce qu'on peut parler de trahison d'intérêts nationaux ? Ça, c'est les juges qui le diront. La Cour de justice de la République sera peut-être saisie. D'ailleurs, moi, j'incite les juges, les autorités constituées et les procureurs de se saisir de ce dossier, puisque la vidéo a été vue 700 000 fois, où elle avoue qu'elle est allée à l'encontre de son... Donc ça, c'est la justice qui va. Après, elle a fermé Superphénix. Il faut rappeler, Superphénix, c'était le réacteur à neutrons rapides qui mange les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Ça permettait Superphénix de produire énormément d'électricité en gérant les déchets nucléaires des autres centrales. Donc une solution incroyable. Et la fermeture de Superphénix était un acte, un péché originel en quelque sorte, puisqu'elle déstabilisait toute la filière nucléaire. Après, l'acte 2 de cette opération, c'est François Hollande, avec deux acteurs majeurs. François Brottes,
le député François Brottes, rapporteur de la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% de notre mix électrique, rapporteur de la loi de développement des éoliennes, je le rappelle, toujours le même système, et il est nommé président de RTE, la société chargée du raccordement de l'électricité, dans un pantouflage incroyable. D'ailleurs, à l'époque, François Bayrou s'était offusqué de ce pantouflage. Et le collaborateur de François Hollande, M. Piacheski, Xavier Piacheski, retenez bien ce nom, parce que Xavier Piacheski était collaborateur de François Hollande pour la baisse de la part du nucléaire et le développement des éoliennes. Et après la démission de François Brottes, patron de RTE, il a été nommé patron de RTE et il a pris comme collaboratrice la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Lebertre. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient nous expliquer EcoWatt et qui vient nous expliquer les pénuries d'électricité, comment nous allons faire pour gérer cette crise énergétique. On est dans les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont été au cœur de la destruction de notre système énergétique sont ceux qui sont aujourd'hui. Et enfin, l'acte 3, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne annoncent la fermeture de Fessenheim, un réacteur nucléaire qui produisait 11 TWh que nous exportions principalement à l'Allemagne, contribuant à créer, justement, à abaisser notre déficit commercial. Et depuis la fermeture de Fessenheim, eh bien, nous importons 11 TWh, en tout cas l'année dernière, on a importé 11 TWh d'électricité d'Allemagne. Avec le tarif spot, ça fait 3 à 4 milliards d'euros qui contribuent au déficit commercial. On est au cœur d'une destruction incroyable de notre système énergétique. Ce qu'on a du mal à comprendre dans votre raisonnement, c'est pourquoi la France a été naïve à ce point de se laisser envahir par de simples groupes de pression, si je vous comprends. Et au prétexte de flatter également, sans doute, une opinion écologiste. Parce que vous ne parlez pas des écologistes là-dedans. En fait, si vous voulez, là, c'est la dimension politique. Et puis après, il y a la dimension de propagande par Greenpeace. Il faut rappeler que Greenpeace, organisation antinucléaire, avec un budget mondial de 400 millions d'euros, est au cœur de la politique antinucléaire française. Yannick Jadot, actuellement Europe Écologie Les Verts, a été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, selon l'article du Monde. Pourquoi ? Parce qu'il est allé faire des opérations d'espionnage dans le cadre d'une opération Plutonium dans la rade de Brest pour aller espionner les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, quand même. Il faut quand même dire à qui nous avons affaire. Greenpeace, aujourd'hui, a infiltré l'appareil d'État allemand. Jennifer Morgan, naturalisée allemande en mars 2022. Elle était américaine. Elle a été nommée vice-ministre chargée du climat allemande et elle était chef-de-monde de Greenpeace. Monsieur Timmermans, vice-président de la Commission européenne, chargé du pacte vert, son bras droit est un ancien militant de Greenpeace. Greenpeace est au cœur du dispositif et au cœur de la discussion. Et puis aussi WWF. WWF, il a été reconnu que WWF a touché de l'argent de Gazprom parce que justement, éolien et gaz s'associent parfaitement. Et donc, pour éviter que WWF fasse un recours contre les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, eh bien Gazprom a financé WWF pour qu'on ait une promotion du modèle éolienne couplée au gaz au détriment du nucléaire français. Et donc, on a effectivement depuis 20 ans une propagande. Rappelez-vous ces opérations de Greenpeace qui a lancé un drone contre certaines centrales nucléaires françaises, ces opérations d'infiltration dans d'intrusion dans nos centrales nucléaires, ce qui est quand même des actes graves, et on voit, le ministère de l'Intérieur ne fait rien. Pas de dissolution. Pour moins que ça, on a des dissolutions. Et en fait, on a des acteurs qui sont clés dans ce dispositif qu'on laisse agir impunément. Et puis enfin, effectivement, eh bien, ces opérations créent une propagande, un état d'esprit contre les intérêts de la France sur lesquels se sont appuyés nos politiques. Et la France est toujours flattée d'entretenir avec l'Allemagne une liaison idyllique.
c'était le fameux couple franco-allemand. Et là, vous nous parlez de guerre franco-allemande. Donc, il y a un dupé dans cette affaire-là. Bien oui. Je ne comprends pas que la lucidité des gouvernements n'ait pas perçu quels étaient les intérêts allemands à vouloir parce qu'en fait, ils nous revendent, si je comprends bien, leur technique des éoliennes. C'est un peu ça. Ils nous vendent le mix éolienne-gaz et maintenant l'éolienne-charbon. Et d'ailleurs, c'est quand même incroyable. Pourquoi la France s'est laissée berner? Parce qu'elle est infiltrée. Et d'ailleurs, il y a une question au gouvernement. Il y a un petit côté complotiste quand vous dites qu'elle s'est fait. Non, parce que ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont évidents. C'est l'OFATE, une officine qui s'appelle l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Vous allez sur Internet. Cette officine est une structure de valorisation du modèle allemand, puisque c'est tous les acteurs de l'Energiewende allemands qui sont membres de cette officine. Cette officine a pour membre Greenpeace et est une structure et un lobby industriel de droit allemand dont le siège est à Berlin au ministère de l'économie et dont les locaux sont en France à la Direction générale de l'énergie et du climat. On a même le numéro du bureau sur le site internet de l'OFATE, dirigé par un Allemand dont le email a un indicatif écologie.gouv.fr. Le ministère de l'écologie français a, au sein de la direction de l'énergie et du climat chargé de la politique énergétique de la France, un lobby industriel éolien allemand dans lequel il y a également Greenpeace, je le répète, et les lobbies du gaz, en particulier GRDF. J'avais été attiré à l'attention sur le fait qu'effectivement, il y avait également les gaziers. Donc, depuis des années, ce lobby dirige la politique, enfin du moins, est au sein de la DGEC qui dirige notre politique énergétique. Et d'ailleurs, quand le député Frédéric Falcon a posé une question au gouvernement au sujet de la présence de ce lobby au sein du ministère de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher a été incapable de donner une réponse quant à l'expulsion de ce lobby. Il faut vraiment supprimer la présence de ces organisations, de cette officine, de nos ministères. C'est un élément extrêmement grave. Est-ce que le gouvernement, vous voulez dire, n'a pas pris la mesure de cette infiltration à travers notamment cette officine-là ? Non, tout à fait. Et je pense qu'il est vraiment temps que j'émets l'alerte, je l'ai déjà expliqué. C'est moi qui avais averti l'Élysée de l'existence de la nomination de Jennifer Morgan à la tête. Je vous rappelle qu'il y a quand même quelques jours, le chancelier allemand a précisé qu'il voulait créer la plus grande armée en Allemagne, en Europe, parce qu'ils avaient fait une analyse erronée que l'Allemagne était un pays entouré de pays amis. C'est quand même ce qu'il a dit tout dernièrement. Donc, je veux dire, il y a un moment, quand on voit qu'aujourd'hui, à cause de la destruction de nos réacteurs nucléaires et du fait qu'ils sont moins disponibles, nous sommes, pour la première fois depuis 43 ans, obligés d'importer massivement de l'électricité au charbon d'origine allemande, ce qui plombe notre compétitivité industrielle, plombe notre déficit commercial et nous met en soumission totale à l'Allemagne avec une perte de souveraineté énergétique considérable. Je le dis dans un appel solennel au président Macron, faites quelque chose. Je le dis aux autorités spécialistes du renseignement d'enquêter sur les agissements de cette organisation et de cette officine, et pour les forces de police françaises et pour la justice, d'enquêter sur la présence de ces lobbies au sein même de nos institutions. Véronique Jacquier. Le projet Astrid qui avait été décidé en 2018 a été abandonné. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu des pressions de la part de l'Allemagne ? D'abord, qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet Astrid, évidemment, pour la suite, pour la promotion du nucléaire en France ? Et puis, quid du lobby des éoliennes ? Parce que si on vous écoute bien, derrière tout ça, il y a aussi un lobby des éoliennes. Ben, c'est le même. Le lobby anti-nucléaire et le lobby des éoliennes. Pour ce qui est d'Astrid, Astrid était la reprise de Superphénix. C'est-à-dire les réacteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires. On le relançait. C'est-à-dire... Et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet. On avait déjà dépensé 500 millions d'euros. Et qui a repris Astrid ? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance.
et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1000 à 2000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires que nous avons sur notre sol, et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. C'est-à-dire que nous avons abandonné un projet extrêmement vertueux pour notre pays, assurant notre souveraineté pendant des années, et nous avions 30 ans d'avance, et nous avons laissé les États-Unis et Bill Gates reprendre ce projet qui aujourd'hui est en plein développement aux États-Unis. Quand vous écoutez le gouvernement, et singulièrement le président de la République lui-même, il laisse comprendre que les difficultés de cette crise énergétique sont dues d'abord à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine et aux défaillances de EDF dans l'entretien de son propre parc. Est-ce que ces arguments vous paraissent convaincants ? La guerre en Ukraine n'a absolument rien à voir avec notre crise énergétique, puisque nous ne dépendons pas du gaz russe. Le seul impact de la guerre en Ukraine, c'est qu'elle a aggravé la crise gazière, qui, je vous le rappelle, est due à la baisse des régimes de vent en Europe, qui a conduit l'Allemagne à devoir lancer ses centrales à gaz, parce que nous avons depuis 43 ans une baisse historique des régimes de vent. Ça a été reconnu par l'Institut Copernicus de la Commission européenne et par le GIEC dans l'atlas du GIEC. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'installer des éoliennes pour rien, puisque, et d'ailleurs l'année dernière, la France a baissé de 7% sa production électrique éolienne, alors qu'elle avait augmenté de 7% sa capacité installée. Et ce qui s'est passé en 2021, c'est que l'Allemagne, dépendant considérablement des éoliennes, a dû relancer ses centrales à gaz de manière considérable, faisant exploser le prix du gaz. Le problème, c'est que par le système merit order de fixation du prix de l'électricité en Europe, c'est que l'unité de production la plus chère dicte le prix de toute l'électricité. Et ça a fait exploser le prix de l'électricité en Europe. Et la guerre en Ukraine, puisque comme l'Allemagne dépendait de 65% de son gaz de Russie, la guerre en Ukraine, on va dire, a contribué à augmenter cette crise, mais n'en est pas à la racine. C'est ça qui est important. Et la France ne dépend pas du gaz russe, puisqu'on dépendait de 15%, et nous n'avons très peu de centrales électriques au gaz en France. C'est bien une question de disponibilité. Alors, vous comprenez, pendant des années... Quant à la responsabilité d'EDF la responsabilité d'EDF, elle obéit à la politique, puisqu'il faut rappeler, vous l'avez rappelé à juste titre tout à l'heure, nous dépendons de la loi qui a baissé la part du nucléaire. Actuellement, on devrait avoir 14 réacteurs qui sont fermés si on tenait compte de la loi. Or, depuis 2012, depuis François Hollande, on a dépensé 100 à 150 milliards d'euros dans les éoliennes qui ne produisent que 1,6% de notre mix énergétique consommé en France. Actuellement, alors que le parc électronucléaire a coûté 90 milliards d'euros selon la Cour des comptes, pour 40% de notre mix énergétique consommé. Donc les 150 milliards, les 100 milliards prévus pour les raccordements d'éoliennes, selon Piacheski, qui l'a annoncé dans la Tribune récemment, comment voulez-vous ? Cet argent n'a pas été consacré à l'entretien correct de nos centrales nucléaires, à la construction de réacteurs nucléaires nouveaux, etc. On a perdu en compétences, comme l'avait dit Jean-Bernard Lévy au MEDEF à la fin de l'été. Et il dit, comment voulez-vous moi, j'avais une feuille de route où on fermait des centrales nucléaires. Comment voulez-vous que j'ai investi dans le développement... Et on pourrait relancer Fessenheim, d'après vous ? Écoutez, tous les experts, madame, l'ancienne patronne d'Areva l'a signifié. Moi, j'ai visité Fessenheim il y a 6 mois. La directrice de Fessenheim a précisé... pour des raisons administratives, ça va être compliqué, mais pas pour des raisons techniques. Alors, on a pris des pièces par-ci, par-là, on les a remises ailleurs, mais rien ne s'oppose à la réouverture de Fessenheim. 45 secondes, est-ce que l'on va vers des coupures d'électricité très... J'espère que non, mais en tout cas, avec simplement 40 réacteurs nucléaires en action, ça va être compliqué. Je rappelle qu'on en a 56 en tout, donc on en a 16 pour le moment qui sont à l'arrêt. Pour cette semaine, ça passe. Pour cette semaine, ça passe, mais ça va être compliqué au premier trimestre 2023. Merci beaucoup Fabien Bouglet. Je rappelle votre dernier livre, Nucléaire, les vérités cachées aux éditions